France Inter. L'employé soupçonné d'avoir tué une petite fille de 11 mois dans cette crèche du 3e arrondissement lyonnais est passé aux aveux. Elle admet face aux enquêteurs avoir empoisonné le nourrisson. C'était au mois de juin 2022, la mort d'une fillette forcée par la salariée d'une crèche à avaler un produit destiné à déboucher les éviers. Face au drame et aux témoignages, l'inspection générale des affaires sociales lançait une grande enquête. Le rapport, rendu en avril dernier, évoquait des établissements de qualité très dégradée. 2 livres sortis ces derniers mois font aussi état, particulièrement dans le secteur privé, de cas de maltraitance, de nourriture insuffisante pour les enfants, et les témoignages se multiplient. Salariés peu ou pas formés et surtout trop peu nombreux. Moi, il m'est arrivé de rentrer, de me dire « Oh, mais mince, je crois que j'ai oublié de lui donner à boire aujourd'hui, j'ai même pas pensé à lui donner un peu d'eau parce que j'ai pas eu le temps. » Mais quand on se rend compte, c'est ça qui est dramatique en fait. Là, il y a des conséquences après. Au cœur du problème, la difficulté à recruter. 10 000 postes vacants en ce moment en France. Le métier ne séduit pas, les salaires restent peu élevés. Les 200 millions promis par le gouvernement, qui veut créer un service public de la petite enfance, doivent permettre d'inverser la tendance. Se pose aussi, et surtout, la question du modèle. Il manque aujourd'hui 200 000 places de crèche sur l'ensemble du territoire. 80% des ouvertures se font dans le secteur privé, secteur qui regroupe désormais un quart de l'offre, avec des entreprises qui affichent un chiffre d'affaires annuel de plusieurs centaines de millions d'euros. En tête, Grandir, les petits chaperons rouges, People and Baby, La Maison Bleue ou Babylou, adossés à des actionnaires et des fonds d'investissement. C'est un fonds d'investissement qui est capitalisé à hauteur de plusieurs milliards d'euros et qui a dans son portefeuille des pipelines en mer du Nord, des gares ferroviaires en Italie, de la fibre optique aux Pays-Bas et des crèches en France. Des crèches qui sont aussi largement subventionnées par le public. La PSU, prestation de service unique, versée par la Caisse d'allocation familiale aux établissements qui accueillent des enfants, est proportionnelle au nombre d'inscrits. Le système incite à remplir au maximum les structures. C'est au sud de Paris, dans les Yvelines, que démarre cette émission. Bébé, blues et business, quel modèle pour les crèches privées? C'est un reportage d'Anaël Verzo. Interception. Le magazine de reportage de la rédaction de France Inter. Allez-y, rentrez. Merci. William? Coucou chérie. Ça marche. Il va voir tout à l'heure mon cœur. C'est mon fils aîné qui est à la maison. Hop, il a quel âge? Il va avoir 16 ans. Donc, vous avez un joli petit lapin qui est là, je vois. Ouais, on vient de l'avoir. C'est vrai? Ouais, il est tout petit. Julie, on vient d'arriver chez vous et vous êtes notamment la maman de 3 enfants, dont Marley, qui a aujourd'hui presque 11 ans. Et là, donc, vous êtes en train d'étaler 6 photos où on le voit avec un œil au beurre noir quand il avait 1 an et demi. C'est impressionnant. C'est son œil gauche, tout le contour de l'œil qui est violet, bleu. Sur certaines photos, il a une tétine rouge, sur l'autre, il a une tétine bleue. Donc, c'est des photos qui ont été prises à différents moments. À différents moments, c'est ça. Là, il a l'œil complètement fermé sur cette photo. C'était le lendemain de l'accident. Vous ne pouvez pas ouvrir l'œil? Non, du tout. Il a dû être frappé fort. Il a dû beaucoup pleurer. Et on n'était pas là. Donc Marley a 18 mois au moment de cet accident. Il était en crèche et j'ai été prévenue à 10h du matin, sachant que moi je l'avais laissé vers 7h30 à l'ouverture. Vers 10h, on m'appelle en me disant qu'il est tombé. Et voilà, rien de particulier. Un enfant tombe, quoi, donc je m'inquiète pas. Et je leur demande quand même de me rappeler vers midi parce que j'ai un mauvais pressentiment. Ils ne me rappellent pas et je les rappelle. Et à midi, on me dit... il faut que vous l'emmeniez aux urgences parce que son œil est touché et ça devient grave. Et c'est comme ça que je l'ai récupéré. Et quand je demande à mon arrivée à la crèche qu'est-ce qui s'est passé, on me dit il est tombé sur un meuble, il a grimpé et en voulant descendre, il a glissé, il est tombé. Donc j'ai pris mon enfant, je l'ai emmené aux urgences et le médecin des urgences, c'est lui qui nous met directement la puce à l'oreille en termes de maltraitance. Il nous dit un enfant de cet âge-là ne tombe pas sur l'œil. Si vous tombez face contre le sol, à 1 an et demi, vous ne vous retenez pas, donc c'est le nez qui prend.
Les enfants sont mal au nez, mais ils se font pas mal à l'œil. Si vous mettez votre main sur le visage, vous touchez pas votre œil. Bon, c'est pareil pour les enfants. Il a tout de suite soupçonné en fait qu'il s'était on lui avait donné un coup de poing. De la part d'un enfant ou d'un adulte? D'un adulte. C'est un adulte. Moi, j'ai téléphoné à la crèche, j'ai voulu avoir d'autres renseignements. Ils ont refusé de me les donner. Ils m'ont dit que c'était leur service juridique qui prenait le relais. Le lendemain matin, je suis retournée à la crèche, j'ai voulu rencontrer la directrice et j'ai une autre version des faits à ce moment-là. En fait, ils ont fait que de changer la version des faits pour les circonstances de l'accident. J'ai jamais eu la même histoire à chaque fois. Et on me signale en plus qu'il y avait un témoin. Il y a une maman en fait qui est là à ce moment-là, qui dépose son enfant dans la section où il était. Et j'ai demandé à la rencontrer et on m'a refusé cet échange en me disant que la maman avait peur des conséquences de notre rencontre. Et quand je leur ai dit que je portais plainte contre eux et que j'enlevais mon fils de la crèche, on m'a dit faites attention, vous n'imaginez pas les conséquences que ça va avoir pour vous. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ils n'ont jamais voulu rentrer dans les détails. C'était quoi comme crèche? C'était une crèche interentreprise. C'était les Petits Chaperons Rouges. Une crèche privée? C'est ça, qui était subventionnée par mon employeur. Et votre employeur, est-ce qu'il a pu... prévenu. Ils ont eu des échanges par email avec la crèche. Et ils m'ont communiqué juste un compte-rendu que la crèche leur avait donné. Et ça s'est arrêté là. Nous, on a porté plainte, donc ça a mis 2 ans en fait avant qu'on nous donne une réponse sur le dossier et le dossier a été classé sans suite, faute de preuves. Les preuves pour moi elles sont quand même évidentes. Je suis désolée, mais moi j'ai récupéré mon enfant avec un œil au beurre noir et Marley n'a plus jamais été le même enfant derrière. Voilà, faut savoir qu'aujourd'hui, mon fils souffre de troubles neurologiques. C'est un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Je pense qu'il y a un lien. J'ai 3 enfants, les 2 autres n'a une suspicion de maltraitance quand ils sont petits, et c'est le seul qui a un problème aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que c'est arrivé une seule fois? Non, ça a été répété, puisqu'à l'âge de 3 mois, il tombe par terre, à la crèche. Une chute importante? La personne qui le tenait dans les bras s'est pris les pieds dans un tapis, elle a trébuché, et sa tête a touché le sol. Psychologiquement, j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre derrière. Et 9 ans après, je le vis toujours très mal. Donc voilà, ça c'était mon fils quand après coup. Ça c'est quand il ouvrait les yeux le lendemain de son accident. Marine, vous êtes notamment la maman de 2 enfants qui ont quel âge aujourd'hui? Une petite Constance, 3 ans et demi, et un petit garçon Oscar qui va avoir 2 ans. Constance a été gardée en crèche privée pendant 4 mois, donc dans le groupe People and Baby, et on a eu pas mal de mésaventures, on va dire. C'était l'année 2022? 2022. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Plusieurs accidents, si je puis dire, notamment un jour où nous avons récupéré Constance avec le frein cassé et 2 dents cassées. Personne ne savait exactement nous dire ce qu'il s'était passé. On a eu après un jour où nous l'avons récupérée avec une morsure qui prenait la moitié de sa joue et vraiment à 100. Nous avons mis à peu près 6 mois à faire partir la cicatrice. Elle a eu tout le visage griffé également. Vous montrez des photos, on voit effectivement sur la joue de votre fille une trace très très importante de griffure, vraiment extrêmement marquée. Une autre photo, on voit votre fille avec une marque de sang, de morsure, mais très profonde à la joue. Et tout ça en un laps de temps. Elle a été gardée 4 mois. Alors on entend parfaitement que les enfants peuvent se mordre, peuvent se battre, etc. Après, je pense que si un adulte est à proximité et surveille, il est possible de séparer les enfants et que ça ne prenne pas des proportions surdimensionnées. Je suis allée la chercher un soir, on m'a expliqué qu'elle avait passé une très très bonne journée. Il s'avérait qu'elle était gardée avec des enfants plus grands, donc qui parlaient mieux qu'elle. Où une petite fille m'a dit que Constance avait été griffée dans la journée. Donc je leur ai demandé une justification. La personne n'était pas au courant, ne savait pas que Constance s'était fait griffer parce qu'elle n'était pas là. Et elle m'explique ensuite que de toute façon, elle a un problème avec Constance parce que quand Constance se fait mal, elle ne pleure pas. Et elle me prend l'exemple de la journée où Constance est tombée très fortement sur la tête, que tout le monde s'est arrêté dans la pièce parce que ça avait fait un énorme bruit. Même les enfants s'étaient arrêtés de jouer et que Constance n'avait pas pleuré, elle s'était relevée et elle était repartie jouer.
Pendant la journée, au moment où c'est arrivé, quelqu'un vous a appelé ? Ah non, pas du tout. Et si je n'avais pas demandé plus de précision sur ces griffures au visage, je n'aurais jamais eu l'information qu'elle était tombée sur la tête. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, sur ces 4 mois-là, on a eu ce qui était visible. On ne sait pas tout ce qui s'est passé en annexe, sachant qu'il y a eu un grave accident, parce qu'un enfant est tombé par la fenêtre. C'était exactement à la même période. Quel étage ? Un petit étage, en fait, si vous voulez. Qu'est-ce qui s'était passé ? Comment l'enfant était passé par la fenêtre ? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un personnel de nettoyage a ouvert la fenêtre pour aérer, sauf que les enfants étaient encore en train de jouer dans la cour. Et donc l'enfant a couru et est tombé à l'intérieur. On a été voir la direction avec mon mari. On a expliqué que niveau sécurité, on estimait que il fallait plus de surveillance, plus d'accompagnement, d'être plus présent auprès des enfants. Et 2 jours après, on a un appel de la directrice de la crèche qui nous explique qu'on doit libérer notre place sous 3 semaines parce qu'une entreprise a demandé la place. Comment vous avez fait alors ? Donc on avait trouvé une autre crèche privée. Le directeur a été très arrangeant et très aidant face à la situation et donc nous a proposé de prendre les 2 enfants lors d'absence d'autres enfants. Ça vous coûtait combien ? Attention, 4 000 € par mois, en temps complet. Il vaut mieux bien gagner sa vie pour... Ah, ça, c'est certain. Et pour People and Baby, vous payez combien ? C'était combien ? Alors, People and Baby, ce n'était pas le prix d'un... En fait, on avait des places subventionnées, je pense, par la mairie, parce qu'on était au tarif de la mairie. C'était autour de 600 €, c'est ça ? Oui, à peu près, ouais. Le tarif entreprise, c'était 1 700 €. On est sorti de cette crèche et on n'a plus eu un seul accident. Pour notre fille, vraiment, on n'a plus eu ce type de problème. People and Baby, des crèches où les enfants apprennent en s'amusant. Nous sommes le 18 octobre, il est 15h30. J'appelle le service de presse de People and Baby. Messagerie Orange, bonjour. Veuillez laisser votre message après le bip. Oui, bonjour Anaëlle Verzo. Je suis journaliste à France Inter. Je vous appelle parce que je prépare une émission sur les crèches et j'aurais bien aimé pouvoir m'entretenir avec quelqu'un de chez vous, de chez People and Baby. Voilà, si vous avez un petit moment pour me rappeler, merci beaucoup d'avance. À bientôt, j'espère. Au revoir. Au final, pas de volonté de prendre part au reportage, c'est ce qu'écrit le service de communication de People and Baby. Le groupe Grandir les petits chaperons rouges explique de son côté avoir diligenté une enquête et relevé un incident, mais pas de maltraitance. Des soupçons de mauvais traitement en crèche, il y en a des centaines dans l'ensemble du secteur, notamment dans les 4 grands groupes privés. Alors, maître Alexandre Schmitz-Berger, vous êtes avocat à Metz. Est-ce que je peux vous laisser vous présenter ? Absolument, avocat à Metz. J'exerce dans un cabinet qui consacre son activité en réalité à l'accompagnement et à l'indemnisation des victimes de dommages corporels de toute nature, séquelles physiques et ou psychologiques. Ce qui inclut donc justement les enfants victimes de maltraitance dans les crèches. Là, on parle des crèches privées à but lucratif. Oui, c'est en ça. tout cas dans les cas que moi je suis, il se trouve que c'est ça la configuration que nous avons. Pour quelle raison est-ce que c'est difficile de porter plainte ? Et surtout, pour quelle raison est-ce que c'est si difficile que les plaintes aboutissent ? Si les parents retirent leur enfant, se dresse alors le problème du contrat qui a été signé avec l'établissement. Il y a des pénalités. J'ai eu vent de situations, nombreuses situations, où en gros on réclame aux parents quasi l'équivalent de l'année. Des sommes absolument exorbitantes. C'est-à-dire les sommes exorbitantes, qu'est-ce que... Des dizaines de milliers d'euros parfois. C'est très très cher une crèche privée. Voyez. Ensuite, l'aspect procédural. Donc, en ce qui concerne les faits eux-mêmes, la difficulté première réside dans les dénégations quasi systématiques du personnel et de la direction de la crèche. Comment prouver que l'enfant a bel et bien été victime de telle ou telle maltraitance ? Il faut que les parents aient le réflexe eux-mêmes de faire des constatations médicales dès la première apparition des maltraitances, typiquement des traces digiformes, traces de doigts. Parce qu'on va souvent nous dire, mais c'est un autre enfant de la crèche qui a laissé une marque de main comme ça sur le bras complet de son camarade. Il vaut mieux avoir un médecin qui nous dit non, c'est la trace de la main d'un adulte. Mais ces traces-là, elles vont disparaître très vite, voyez ?
Il faut réagir rapidement pour se ménager des preuves. Donc il faut avoir les bons réflexes. Il faut avoir les réflexes. Quand les parents prennent la décision de porter plainte et ou de révéler le sujet sur la place publique, parce qu'ils se disent, j'ai envie que ça se sache parce que je voudrais pas que ça arrive à d'autres enfants. Et bien là, ils peuvent parfois recevoir des courriers des avocats du groupe qui, tout bonnement, les somment de ne plus s'exprimer sur le sujet. On le leur interdit, sous menace de plainte en diffamation. Ça arrive souvent ? J'ai vu passer des courriers. Oui, ça arrive souvent. À se demander si ça n'est pas, vous voyez, dès qu'il y a un problème qui émerge, quasi un réflexe. Dès que les parents parlent, hop, comme si on appuyait sur un bouton et on leur envoyait le courrier, on change le nom. On leur intime le silence, on les menace de les poursuivre, donc ils s'en ressentent intimidés et se taisent pour certains, à l'évidence. Est-ce que les parents qui parlent sont poursuivis en diffamation par ces grands groupes privés ? Oui, c'est mis à exécution. Les suites, je vous le dis, ça n'aboutira très probablement à rien, mais c'est du désagrément en plus. Alors, il ne faut pas laisser tomber, parce que si les parents et les employés n'en parlent pas, qui en parlera ? L'écrasante majorité des victimes sont des enfants qui ne parlent pas. À la crèche dès le matin, je retrouve tous mes copains. Je m'amuse, c'est trop bien. J'y retourne dès demain. Papa et maman vont au travail. Et moi je leur dis bye bye. L'une des clés pour comprendre les maltraitances, c'est le manque de personnel. 10 000 postes à pourvoir en France dans les crèches, pas suffisamment d'encadrement. En théorie, un professionnel ne doit pas gérer plus de 5 enfants qui ne marchent pas et 8 capables de marcher. Chaque section doit avoir un référent. Des crèches idéales, il y en a très peu, mais ça existe. C'est en Seine-Saint-Denis qu'on retrouve Anaëlle Verzeau dans une structure adossée au CERP, Centre de formation des métiers de la petite enfance. Alors on pourrait appeler ça comment le mouton. Interception Ça c'est quoi? sur France Inter. Le coq. Voilà, on vient d'arriver à la crèche multi-accueil de Clichy-sous-Bois, dans le quartier du Chêne-Pointu. Il est 9h du matin. Les familles arrivent pour déposer leur enfant. Viens par la maman. Elle a quel âge, votre fille? Il a maintenant 1 an et 11 mois. Bonjour madame Awa. Allez-y, Jeanne. On dit bonjour. Oh, Ibrahim, il y a ta chaussure qui est en train de se retirer. Ça doit pas être très confortable. Hein. Dès qu'on touche à son pied, il se met à pleurer. Mais oui, oui. Puis des fois, il y en a qui mettent du temps aussi à retirer leur manteau. C'est un peu une enveloppe. Hein. Et on les force pas. Comment vous vous appelez? Moi, c'est Anne. Ma fonction à moi, c'est d'ouvrir la porte aux parents. L'idée, c'est que je sois disponible pour les parents qui le souhaitent. Nathalie, viens raconter. Tu raconteras mieux que moi. Oui, alors donc moi, je suis la responsable du multi-accueil depuis septembre 2018. Avant, j'étais adjointe. La pédagogie active dit que l'enfant sait ce dont il a besoin. C'est comment grandir sereinement sans être dans une situation d'échec. Donc c'est important qu'il puisse découvrir par lui-même. Ça a été une volonté de votre part? À l'origine, c'est le centre de formation qui s'appelle le CERP. Donc ce lieu forme au métier de la petite enfance. Les étudiants qui partaient en stage et revenaient de ce stage parlaient de leur expérience. Et cette expérience était que ce que vous nous dites en cours, on ne le voit pas en stage. Donc les formateurs, donc ça on remonte aux années fin 90, on dit... Eh ben, nous allons ouvrir notre structure. Et ça a démarré comme ça. Tac, tac, tac. Monsieur Pouce, es-tu là? Oui, je sors. Je fais un bisou à mon papa. Comment vous vous appelez? Rebecca. Alors moi, je suis éducatrice des jeunes enfants depuis maintenant 3 ans ici. Vous souhaitez rester ici encore Encore longtemps. Je tiens à ma place. Vous avez quel âge, Rebecca? Alors moi, j'ai 24 ans. Et sans indiscrétion, votre salaire, il est de combien? Il est de 1500. Ou en net. Alors nous, ici, c'est vraiment pas pour le salaire que je travaille ici, parce que dans des autres lieux, le salaire est plus intéressant. Mais c'est vraiment la qualité du travail ici qui m'a plu. Dans cette salle de chant,
Il y a des petits coussins au sol, une table avec de petites chaises, la liste des chansons au mur. À l'entrée, il y a un chariot sur lequel on trouve de l'eau, des morceaux de pain et des boîtes de biscuits cuillères. C'était chouette. Petit ours brun aime bien marcher avec sa maman. Alors là, je lis l'histoire à Juliane. Si tu veux, quand il termine, je peux te le donner, mais là, c'est Juliane. Si t'as besoin de jeter, va jeter les ballons dans la salle de toboggan. Mais là, les livres, on les jette pas. Ouais. Il y a maintenant une dizaine d'enfants dans la crèche. Vous restez calme, hein. Je remarque que vous êtes hyper calme. Par exemple, Lina, elle renversait les livres. Vous êtes resté calme? Oui. Alors, nous, ici, c'est vraiment notre manière de travailler et on est convaincus par ça. On garde le même ton en disant les choses à l'enfant. C'est là que ça peut être rassurant. Pour montrer que, voilà, là, on peut faire, on peut pas faire. C'est vraiment montrer à l'enfant qu'on peut ou qu'on peut pas. Oh, tu m'as ramené un livre? Ouais. Il y a Lina qui revient, qui ramène le livre qu'elle avait emmené beaucoup plus loin. C'est ça. Tu as mis des voitures. Ah, il y avait une voiture dedans. Ah oui. Et il y a les 2 boules. Ah oui. Tu peux les mettre dans le trou. Ah oui. Bah ouais, je t'aide un peu. Mais toi, tu peux sortir du vélo si tu veux. Je pense qu'on va prendre une poussette pour toi. Parce que là, on voit que tu es fatigué. Est-ce que tu veux le biberon? Vous êtes Awa? Oui. Et voilà. Et là, vous le bercez? Je le berce, mais là, je vais passer les relais. Ah, c'est bon. Il joue Ismaël. Parce que vous devez vous occuper de plusieurs enfants en même temps. Donc pendant que vous êtes avec Ibrahim, vous avez un œil sur Ismaël. Oui, parce que comme je me suis levée pour Ibrahim, Ismaël, il jouait là. Vous avez combien d'enfants à votre charge? Bon, ça peut aller jusqu'à 10 enfants par groupe, mais avec une binôme. Mais là, ça va. Au moins, ça a été vidé le biberon. Tu peux lancer si tu veux. Ça, Ibrahim. On t'a ciblé au mètre carré. On en a marre. Pour s'appliquer à se dégrader. Paris, place des droits de l'enfant. Nous sommes le jeudi 19 octobre. Il est 10h du matin. Et il y a un grand rassemblement de personnel de crèche, auxiliaires, éducateurs, direction aussi de certaines crèches publiques et privées. Il y a pas mal de monde là sur la place, plusieurs centaines de personnes. Voilà, c'est un rendez-vous à l'initiative de Pas de bébé à la consigne. Bonjour mesdames, comment vous vous appelez? Mona, je suis auxiliaire de puériculture. Cindy, c'est la petite enfance. Et comment ça se passe? Arrêt maladie, sur arrêt de travail, sur machin, donc ça fait plus d'enfants pour moins de professionnels, enfin c'est relou quoi. Au niveau des quotas, en fait, là, en toute légalité, on peut avoir plus de personnes non formées que de personnes formées. On a le droit à 5,5 mètres carrés par enfant en ville. Voilà, dans ces 5,5 mètres carrés, on comprend aussi la place du lit, la place du fauteuil de la pro pour lui donner à manger. Donc l'espace vital de l'enfant en crèche est tout petit, beaucoup trop petit. Les gars, ils ont fait un très joli rapport avec plein de recommandations et tout ça, et pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup de... Le dernier rapport date du mois d'avril. Bah voilà, ça fait un petit moment, il n'y a pas d'action concrète. Et pour vous, comment ça se passe, madame? Alors moi, je ne travaille plus depuis 1 an et demi, en fait. Voilà. Ah, parce que j'ai fait un burn-out en tant que directrice. Non mais, voilà. Ça a commencé à se dégrader il y a, je dirais en 2019, avec l'application de la PSU, qui est un système de financement qui pousse les gestionnaires d'établissements à remplir les crèches. Plus d'enfants, de plus en plus d'enfants en accueil occasionnel. Je pense qu'il est en grande partie responsable de la situation dans laquelle on est aujourd'hui, ce mode de financement. Les crèches ne sont pas des lieux d'accueil pour les enfants, soyons clairs. Enfin, moi, je ne considère plus que c'est des lieux où on pense l'enfant, on pense les besoins des adultes et les exigences financières.
La couche est pleine. Les bébés ne sont pas des sardines. C'est quoi l'étape suivante? Uber Baby. Le bien-être des enfants doit passer avant la rentabilité. Il y a une jeune femme qui tient un panneau pour que les enfants ne boivent plus de Destop. Laisse poursuivre la manif. Merci beaucoup, bonne fin de journée. On se trouve dans quelle ville, Nelly? On est sur Schiltigheim, ça fait partie de la communauté urbaine de Strasbourg. Voilà, c'est accolé à Strasbourg. C'est une petite communauté très sympathique et j'y vis depuis plusieurs années. Et puis, on se rapproche tout doucement de chez vous. De chez moi. La crèche dans laquelle vous travaillez, elle est dans la ville? Elle était, oui, elle est juste à côté de chez moi. Donc, c'était vraiment sympa. C'était le bon côté. La crèche est juste là sur notre droite, à côté de l'épicerie. Les 3 dernières années, voilà. Les 3 dernières années les plus compliquées. Merci. Moi, c'est HLM ici. HLM, d'accord. Bah, avec ce qu'on gagne en crèche, on peut pas s'attendre à pouvoir avoir beaucoup plus quand même. C'est difficile. Ouais. Mais bon, on y est bien. Vous êtes ici depuis combien de temps? Ça fait une dizaine d'années, je pense. Ouais. Alors, vous habitez juste en face de la crèche dans laquelle vous travaillez. Oui. Et on parle au passé parce que vous n'y travaillez plus. Non, je n'y travaille plus depuis officiellement le mois de janvier. Voilà, où j'ai été licenciée pour inaptitude médicale. Vous avez fait un burn-out? Effectivement, oui. J'ai fait un burn-out. Les 3 dernières années ont été compliquées. Il y avait beaucoup de changements de personnel, un turnover important. En 3 ans, j'ai vu 3 directrices différentes. On est resté 6 mois sans direction. Le quota du personnel n'était pas respecté parce qu'on manquait de personnel. Ben, il y a la fatigue physique, la fatigue morale. Un matin, j'ai pas réussi à sortir de mon lit. Voilà. Vous dites, j'arrivais plus à me lever. Mais je me suis réveillée en pleurs un matin, avec une boule au ventre, en me disant, mais je ne peux pas y aller. Je n'y arrive plus. J'ai peur d'y aller, en fait. Vous dites qu'il y avait beaucoup d'arrêts maladie, c'est-à-dire qu'il y avait... Vous étiez combien pour combien d'enfants? Pendant 4 à 6 mois, je me suis retrouvée seule avec ma directrice adjointe pour un espace de vie. 16-18 enfants. Normalement, on doit être 4. Voilà. On travaille quand même. Enfin, la crèche est ouverte de 7h30 à 19h. Moi, je me suis retrouvée à ne pas pouvoir endormir les enfants quand ils en avaient besoin, alors que normalement, on doit être présent pour eux, les aider à s'endormir. Enfin, ça fait partie du job et puis ça fait partie du bien-être de l'enfant. Donc, ça veut dire passer un peu de temps avec lui? Du temps avec eux, oui. Et prendre le temps. Vous ne pouviez pas le faire? Ah non, c'était impossible. Non, on était obligé de laisser des enfants pleurer seuls dans leur lit parce qu'on ne pouvait pas aller les rassurer ou les endormir. Ou alors, on les prenait avec nous puis ils ne dormaient pas. Parce que trop de choses à faire en même temps. Mais oui, parce qu'il faut savoir aussi que dans une grande collectivité, on n'est pas que avec les enfants. On doit aussi nettoyer. Donc, on doit nettoyer les tables après le goûter. Quand la personne pour nettoyer n'est pas là, nous, le soir, on est obligé de le faire. Plein de choses à faire en même temps. Oui. Moi, il m'arrivait de rentrer, de me dire « Oh, mais mince, je crois que j'ai oublié de lui donner à boire aujourd'hui. J'y ai même pas pensé à lui donner un peu d'eau parce que j'ai pas eu le temps. » Et donc, il est arrivé qu'il y ait un enfant qui n'a pas eu d'eau de la journée? Oui, tout à fait. Ça, c'est sûr. Et quand on se rend compte, c'est ça qui est dramatique, en fait. C'est qu'on se dit, mais on a fait n'importe quoi aujourd'hui. En fait. On n'a pas... Enfin... Là, il y a des conséquences après. Si vous avez levé la voix sur un enfant parce que vous êtes débordé, on sait qu'il y a des conséquences psychologiques sur le développement du cerveau de l'enfant à cet âge-là. Je veux dire, et on est formé pour ça. On nous apprend que, voilà. Donc...
C'est une remise en question perpétuelle, en fait. C'est une crèche publique ou privée? Alors, ce sont des gestionnaires qui louent les locaux à la municipalité. C'est un grand réseau. Arrête. Bonjour, Anne. Bonjour, Anaël. Pardon, enchantée. Caroline, du coup. Et ben voilà. On vient de repartir de chez Nelly. Et maintenant, on va chez vous, Laureline. Vous êtes amies toutes les deux, hein? Oui, tout à fait. On s'est rencontrés à la crèche en avril 2022. Et voilà, Nelly m'a vraiment accompagnée et accueillie dès mon arrivée à la crèche. Et c'est vrai qu'heureusement qu'elle était là parce que les conditions étaient déjà un peu difficiles. Et sans l'aide de Nelly, moi, en tant qu'éducatrice spécialisée, j'ai pas eu forcément les bases avec des tout petits. Voilà. Voilà, on arrive à Strasbourg. Enfin, on va se mettre juste ici. On est tous amenés par moments à avoir des gestes ou des actes qui ne sont pas bienveillants, mais malgré soi. On a constaté aussi beaucoup d'économies, que ce soit pour les couches, les commandes des couches, l'alimentation, où tout est au grammage près. Mais sans forcément faire attention aux besoins de l'enfant et surtout à son âge. C'est un désastre parce que l'enfant a vraiment faim, très très faim. Parce que malheureusement, soit il n'y a pas la quantité, ou soit si la direction est dans le coin, on sait qu'on ne doit pas resservir. Alors rassurez-vous, on le fait quand même. Hein. Dès qu'on peut, on le fait quand même. Même s'ils mangent 6 boulettes et que c'est pas très équilibré, on essaie de jamais laisser les enfants en ayant faim. La logique de rentabilité des crèches date du début des années 2000, avec l'ouverture au privé en 2004, validée par le gouvernement de l'époque pour répondre à un manque de place et de structure. Dans la foulée, les entreprises grossissent, les PME deviennent des multinationales qui contrôlent un quart des places en France, des grands groupes avec leurs travers et leurs soubresauts sociaux. Dès 2009, 5 salariés d'une crèche associative en délégation de service public, reprise par People and Baby, se plaignent de mauvaises conditions de travail et se syndiquent à la Confédération nationale du travail avant d'être licenciés. Ça fait réfléchir que voilà, on est dans un temps qui est dur, les gens ils n'ont pas de cœur, voilà, et je sais pas. La procédure est toujours en cours et c'est chez l'une d'elles, Sophie Bournazel, qu'on retrouve Anaël Verzo. France Inter. Coucou le chien. Interception. Bonjour. Bonjour Annelle. Voilà, ça va? Oui, bienvenue à la maison. Merci beaucoup. Est-ce que j'enlève mes chaussures peut-être? Oh, franchement, on va être pressé, c'est pas grave. Ouais. On les a tous là. Bon, d'accord. Le Là, salon. je présente Greg, qui Bonjour. est mon compagnon. Et Bonjour. j'appelle les enfants qui viennent dire bonjour. Le jeune enfant n'est pas une marchandise. Défendons ses droits. Caisse de soutien. Voilà une affiche de la CNT, la Confédération nationale du travail, et qui date d'une des mobilisations de soutien que vous aviez eues. Du jour au lendemain, on a été repris en gestion par People and Baby. Et là, on a vu les conditions de travail se dégrader. On a vu que l'accueil privilégié qu'on entendait offrir aux familles était sabordé. Et puis les conditions de travail, c'est-à-dire que nous, on avait nos 8 semaines de congés payés. Celles qui arrivaient de People and Baby, on n'en avait que 5. Au niveau du déroulé de journée, nous, sur la sécurité affective de l'enfant qu'on mettait en avant, on nous imposait des charges de travail autres, comme par exemple, au lieu de privilégier un enfant qui va pleurer dans son berceau, d'aller le prendre dans les bras, les directrices nous ordonnaient d'aller nettoyer des frigos. En fait, il y avait un mécanisme sur le déroulé de la journée qui finalement n'était plus dans l'intérêt de l'enfant, mais dans l'intérêt du rendement. Pendant notre lutte, on a eu affaire à l'inspection du travail et qui a eu le droit d'aller visiter les locaux et le siège de People and Baby. Et en fait, ils avaient imprimé un certain nombre de mails et d'échanges entre la ville de Paris et l'entreprise People and Baby, où la ville de Paris qui tient ces murs, en fait, qui fait cet appel d'offres et qui sous-traite à cette demande de se débarrasser de nous. Du coup, voilà, il y a tout un certain nombre d'échanges entre la ville de Paris et Christophe Durieux, le patron de People and Baby. Et donc, celui-ci répond: une mesure isolée en direction de Madame Bournazel, donc c'est moi, serait, selon les directrices, insuffisante. Donc là, ils sont en train de se rendre compte que c'est pas l'histoire d'une personne, mais bien d'une section syndicale et bien de moi et de tous mes collègues dont il faut se débarrasser. Ils ont une assurance et puis de s'asseoir sur le code du travail, quoi. People and Baby, au départ, s'appelait People and Business. Voilà. Et tout ce qu'on a dit à l'époque, je sais pas, l'actualité nous montre quand même
des raisons d'avoir certains doutes. Là, on va partir avec Greg. On va partir à la cassation. Donc, tout le monde me suit. Hop. Du coup, le repas est prêt. Il y a du poisson, il y a du riz. Voilà, et puis c'est un mauvais moment à passer. Et puis après on verra la suite. Parce qu'on n'aura pas le résultat tout de suite. Donc, voilà. Vous installez à table ? People and Baby, exploite et licencie. Ça suffit. People and Baby. Et je l'ai pas payé. Hein. Salut les enfants, bon appétit. Ouais. Au Laker. Du coup, on prend le métro à Tolbiac. On va porter le. Ce que j'apprends le plus, c'est les saloperies qu'ils vont raconter sur nous qui sont fausses. L'avocat de People and Baby, qu'est-ce qu'il peut dire ? En fait, ils ont monté un faux dossier et ils avaient pris des photos quand on n'était pas là dans la halte garderie. Et du coup, il y avait du personnel de la ville de Paris qui était venu mettre des pièges de mort au rat. Ils ont fait exprès d'en remettre un dans une caisse de jouets pour dire que c'est nous qui avions laissé traîner la mort au rat dans la caisse des jouets. Ils avaient pris des photos des moisissures de la plomberie, mais nous on n'est pas chargés de s'occuper de la plomberie. C'est effrayant. Et surtout que voilà, quand on voit que 14 ans plus tard, il y a vraiment une professionnelle qui passe à l'acte et qui fait quelque chose d'horrible comme ça. Là vous évoquez l'histoire tragique de la dame qui travaille dans une crèche à Lyon et qui est actuellement incarcérée, qui a empoisonné un enfant avec du Destop et qui travaillait dans une crèche People and Baby à Lyon. Parce que quelque part, ils sont responsables. Même si c'est elle qui a commis l'acte, c'est à eux de gérer leurs professionnels, leur structure et à faire en sorte qu'on n'en arrive pas là. C'est quand même une institution qui doit gérer. C'est comme les livres qui sont sortis sur les EHPAD. En fait, si l'institution manque à son devoir, malheureusement, il y aura des dérives professionnelles. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est syndiqué, c'est pour lutter contre toutes ces dérives et en disant il faut être vigilant, mais au max. Voilà. Et... Parce que cette femme était seule dans la crèche au moment où elle a commis cet acte. Et que par ailleurs, quand on a 15 enfants tout seuls et que des enfants qui pleurent, je n'excuse évidemment pas son geste, mais ça, si on n'a pas un minimum de formation et d'encadrement, on peut très vite péter un câble. Hein. C'est quelque part, il faut remonter à la source du problème, quoi. On est au palais de justice de Paris. L'avocate qui est arrivée, les avocates, parce qu'elles sont deux. Sophie qui court, elle a peur d'être en retard. Voilà, elle fait coucou à Rachel Spire, son avocate. Bonjour. Bonjour. Ça va? On va bien quand même, oui. Donc là, il faut se dépêcher d'y aller. Je vais devoir ranger le matériel. On va rentrer dans le palais de justice pour assister à l'audience de la cassation. Je coupe. L'audience vient de se terminer et c'est le moment du petit débrief avec les anciennes salariées de People and Baby et leurs avocates. Manuela Grévy, avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'État. Je soutiens que, au prétexte de prétendus manquements aux règles d'hygiène et sécurité, l'employeur avait pour intention de sanctionner et de licencier les militantes de la section syndicale à raison donc de leur militantisme et plus encore à raison du mouvement de grève qu'elles avaient initié pour protester contre leurs conditions de travail. Cindy, vous étiez présente aussi à l'audience avec Sophie. Oui, j'assiste à toutes les audiences. Et moi, j'étais à la halte garderie en tant que... Je faisais ma formation d'auxiliaire. Ça m'a déstabilisée en fait. Je n'ai pas trouvé du travail tout de suite parce qu'on ne s'attend pas. Quand on vient travailler, qu'on fait une journée grève et que le lendemain on vient travailler et qu'on voit du personnel qui est présent pour nous remplacer de suite et que du coup on nous attend dans la cuisine et qu'on nous dit oui, on nous met un papier, on nous dit soit tu fais une rupture de contrat, soit on t'est muté à... Moi c'était à Rungis, moi j'ai rien compris. C'était de suite, et il fallait signer. Et moi du coup j'étais dans les toilettes en train d'appeler les syndicats, qu'est-ce que je dois faire? On m'a dit tu ne signes rien, tu fais ta journée de travail et on verra après. Donc j'ai fait ma journée de travail.
Je me suis dit, je savais que c'était la dernière fois. J'ai préparé tout, tu savais, hein, j'ai préparé toutes mes affaires, j'ai pris mes vêtements, mes gamelles. Oui. Parce que oui. Je suis la pleureuse et c'est mon sourire. Ouais, grave. Oui, mais ça m'a touchée quand même parce que c'était violent. En gros, tu travailles chez eux, tu n'as pas le droit de grève. Voilà, je sais pas si tu sais, mais tu fais pas de grève dans les crèches privées. Non. People and baby, exploite et licencie, ça suffit. People and baby, exploite et licencie. Brigitte Weber, vous êtes la directrice adjointe du CERP, le Centre d'études et de recherche pour la petite enfance. Quelles seraient selon vous les solutions pour que les enfants soient bien accueillis et bien traités à la crèche et que les professionnels de la petite enfance travaillent dans de bonnes conditions ? Je crois que c'est d'abord des choix politiques. Il y a de la souffrance au travail parce que les professionnels sont dans des positions difficiles à tenir entre ce qu'elles ont appris, le sens qu'elles mettent à leur pratique et ce qu'on leur demande d'agir pour des questions de rentabilité. C'est-à-dire qu'on est passé depuis 2010 à la question d'une pratique de financement fondée sur la PSU, la prestation de service unique, donc un mode de financement qui est parfois rapproché du paiement à l'acte pour les médecins. Bon, c'est pas tout à fait la même chose, mais il y a l'idée comme ça de la nécessité, où il y aurait la nécessité pour les professionnels d'assurer un accueil en permanence des enfants et des familles pour qu'il y ait un taux de remplissage, donc une présence au maximum des capacités d'accueil dans chacune des structures. Or, les besoins des familles ne sont pas comme ça. Les professionnels, pour garder du sens dans leur pratique, ont besoin d'être dans une continuité de lien avec les enfants et avec les familles, et non pas d'être dans un souci premier de rentabilité, d'accueil d'un maximum d'enfants en un minimum de temps. Quand on accueille un enfant, on est dans le souci qu'il ait un lieu pour lui, une place pour lui. Si on essaye que le lit soit rempli toute la journée, c'est pas du tout le même projet. De la même manière qu'on réinterroge aujourd'hui à l'hôpital le paiement à l'acte, il faudrait probablement réinterroger le sens qui a été mis à la PSU et permettre que les structures fonctionnent avec des moyens financiers stables, continus et qui ne contraignent pas à un souci de rentabilité. On ne peut pas être d'abord dans un souci de rentabilité quand on est dans l'accueil de la relation et dans la construction d'un sujet en devenir. Enfin, lorsqu'on est d'abord soucieux des financements, on ne peut pas être soucieux de la relation. En tout cas, pas suffisamment ou pas complètement. En juin dernier, le gouvernement annonçait le déblocage de 200 millions d'euros pour revaloriser les salaires, la création d'un futur service public de la petite enfance et appelle désormais à renforcer les contrôles. Et ce qu'il faut, c'est maintenant assumer de regarder les yeux dans les yeux ce qui se passe notamment dans ces établissements et dans ces crèches. Aurore Berger, ministre des Solidarités et des Familles, 10 septembre 2023. C'est la question des contrôles dans ces établissements. Et là, il y a deux types de contrôles. Il y a les contrôles dans les établissements eux-mêmes. Ce sont les départements qui ont la main sur ces contrôles via les PMI, protection maternelle et infantile. Et donc, on aide les départements à avoir des systèmes d'alerte qui soient bien plus efficaces. Et si certains ne respectent pas la sécurité qui est nécessaire pour nos enfants, alors il faudra les fermer. À un moment, ça peut mettre nos enfants en danger. Dans l'opposition, William Martinet veut aller plus loin. William Martinet, vous êtes député des Yvelines à la France Insoumise. 80% des nouvelles crèches qui ouvrent sont des crèches privées, lucratives. Oui, il faut que tout le monde mesure bien ce qui est en train de se passer dans la petite enfance. Ces 10 dernières années, la quasi-totalité des ouvertures de places en crèche, 80%, ont été faites par le privé lucratif. Et ces entreprises de crèche, elles ont tous un lien direct ou indirect avec des fonds d'investissement. Je vais vous donner l'exemple de l'entreprise Babylou. Son fonds d'investissement, c'est Antin Infrastructure Partners. Donc, c'est-à-dire que c'est ce fonds d'investissement qui est actionnaire majoritaire de Babylou. C'est lui qui dirige Babylou. C'est un fonds d'investissement qui est capitalisé à hauteur de plusieurs milliards d'euros et qui a dans son portefeuille des pipelines en mer du Nord, des gares ferroviaires en Italie, de la fibre optique aux Pays-Bas et des crèches en France. Et ça, c'est une vraie difficulté parce que ces fonds d'investissement, ils ont des objectifs de rentabilité importants. Les gens qui mettent de l'argent dans ces fonds d'investissement, c'est bien pour en espérer une rentabilité derrière. Et du coup, ça exerce une pression extrêmement importante sur les entreprises de crèches pour qu'elles dégagent des profits, qu'elles dégagent de la rentabilité. Et tout ça se répercute dans le fonctionnement de l'entreprise jusqu'à arriver à la crèche
aux professionnels, aux enfants qui sont sous pression de tout ça. Vous avez demandé une commission d'enquête parlementaire sur les crèches privées. On en est où? Est-ce qu'il y a un calendrier? Alors moi j'ai une conviction, il y a un risque dans le secteur de la petite enfance d'un scandale qui soit au niveau des scandales Orpea et Corian qu'on a connus dans le secteur du grand âge. Cette demande de commission d'enquête, elle sera discutée le 29 novembre. Et à partir du moment où on aura fait ce bilan, après s'ouvrira un débat sur est-ce que cette marchandisation elle est pertinente. Je suis convaincu qu'il faut démarchandiser et qu'il faut un véritable service public. Mais faisons les choses dans l'ordre pour que le débat puisse se baser sur des faits concrets, des faits réels et pour qu'on sache ce qui se passe dans le secteur. Bébé, blues et business, quel modèle pour les crèches privées? C'est un reportage d'Anaël Verzo, réalisation Jérôme Chélius, assisté de Martine Messonnier, mixage Pierrick Charles. Cette émission est à retrouver dès maintenant sur franceinter.fr.